Salut Romain, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ça va, super. Merci de nous accueillir aujourd'hui ici à Brest. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, donc moi je m'appelle Romain Lavier, qui est 28 ans maintenant, et du coup je suis surfeur depuis l'âge de mes 9 ans, donc ça fait 19 ans que je surfe. Ta spécialité aujourd'hui, c'est quoi? C'est le surf de Roswell. Avant de rentrer dans les détails, il y a une question que je pose à tous mes invités. C'est quoi ton premier souvenir de sport? Mon premier souvenir de sport, j'en ai plein, mais je dirais, on va dire, le plus plaisant, ce sera, on va dire, le judo. Quand j'étais tout petit, j'en ai fait judo, et ouais, j'ai fait beaucoup de compétitions et tout ça. Et du coup, c'est vraiment le truc que j'ai fait énormément quand j'étais tout petit. À quel âge tu as commencé à peu près? Donc, si tu... Je sais plus, 5-6 ans, un truc comme ça. Ok. Et j'ai arrêté au moment où je commençais à faire pas mal de compétitions au surf. Il fallait choisir un sport, donc j'ai choisi le surf. Depuis combien de temps tu surfes? Tu viens de nous dire, du coup, que tu as fait du judo. Tu as arrêté après, quand tu as découvert le surf, c'est à quel âge que tu découvres ça? Alors, j'ai découvert vraiment le surf à partir de mes 9 ans, sur un coup de tête. Je faisais plein d'autres sports et en fait, je suis allé à la plage. Je sais pas, j'ai vu j'en voyais tout le temps, mais j'y avais pas prêté attention. Et en fait, j'ai vu des gars sur la plage en train de surfer et je me suis dit, bon, ça a l'air cool à faire. Et en fin de compte, j'ai tanné mes parents pendant 6 mois. Et ils ont attendu justement 6 mois avant de me mettre au surf, de m'offrir une planche, une combi. Ils se sont dit, ouais, ça va lui passer. En fin de compte, ça ne va pas passer du tout. Du coup, j'étais là, je regardais tous les magazines, tous les sorties chaudes, tout ça. Du coup, quand tu l'as découvert, après, tu as commencé par quoi? Le surf direct ou... Ma première session dans l'eau, on va dire, ça va être en faisant du bodyboard. Mais c'était juste l'été avec les parents, il fait de temps en temps et voilà quoi. Un bon tout droit? Ouais, c'est ça, c'était dans la mousse et puis voilà quoi. Dès que j'ai eu ma première planche à Noël, je crois, bah là, j'ai commencé à vraiment surfer et à soulever mes parents parce que du coup, il fallait tous les jours m'emmener dans l'eau. En plein hiver, puis c'était pas des petits horaires quoi. C'était pas 1 heure quoi, je restais 5 heures dans l'eau quoi. Du coup, ils me laissaient avec une glacière à manger, mes téléphones et j'ai rappelé quand j'avais fini tellement ils en avaient ras-le-bol quoi. Là, tu as commencé avec quoi? Planche en mousse classique? Non, j'ai commencé direct sur une planche en dur, une vieille planche, c'était vieille NSP en époxy là. Et du coup, j'ai commencé avec ça. C'est souvent, on commence plus avec des planches en mousse, c'est souvent des catons. En fait, vu que l'eau, elle est hyper simple, il fallait pas aussi plus. Ouais, c'est ça, mais j'avais pas de référence en fait. C'est ça. En fait, j'ai commencé vraiment tout seul. J'ai jamais pris aucun cours de surf. Et en fait, je savais pas, c'était le shaper du coin qui vendait des planches d'occasion. Et du coup, en fait, ils étaient allés partir chez ces shapers-là. Ils ont acheté une board au pif. Et ils ont pris ça, et puis voilà. Et en fin de compte, c'était vrai que c'était une board débutante, donc très bien. Et je l'ai gardé quelques années quand même, Ok. avant de la revendre, de l'acheter peur de dame. Dans ton parcours, tu as rapidement fait de la compétition. Tu as été champion départemental interscolaire, tu as fait de nombreuses compétitions très jeune. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Vu que je faisais beaucoup de compétitions au judo, j'ai toujours un peu eu cet esprit de compète, etc. Du coup, j'ai voulu très très vite aller faire de la compète en ça. J'ai eu des années où vraiment je faisais que ça. Et après, j'ai arrêté parce que la mentalité me plaisait plus et j'en avais marre. Quand tu parles de la mentalité, tu veux dire Performance, plus ouais, c'était vraiment performance et c'est pas, il y avait une ambiance qui avait changé, c'était complètement différent quoi. rivalité? Ouais, tu avais une réalité, mais c'était un peu bizarre. Même le jugement était avec les juges était assez bizarre, donc j'ai décidé d'arrêter parce que ça me faisait vraiment pire. Ouais, j'ai dû commencer à 12-13 ans jusqu'à mes 16 ans, je pense, 17, comme ça. Ok. Un peu avant, je pense, j'ai dû arrêter un petit peu avant. Et tu as démarré où? Pour ceux qui voudraient, par exemple, pareil, débuter la compétition, qui regardent cette vidéo, comment ils vont... Où tu étais inscrit dans une école aussi? Ouais, en fait, j'étais inscrit dans un club. C'était une école affiliée à la fédération. Du coup, tu pouvais prendre ta licence avec ça. Et après, il y avait le truc, c'était en plus, c'était le moment où il y avait les écoles aussi, les collèges et lycées qui commençaient à faire pas mal de compétitions interscolaires. Du coup, je faisais ça en plus, quoi. Donc, en gros, j'avais mes compètes départementales et tout ça. Et ensuite, il y avait en plus, du coup, à l'école, ils proposaient de faire des compètes interscolaires. Du coup, c'était sympa, c'était marrant. Très tôt, il y a un partenaire qui t'a fait confiance, Ouais. les compétitions. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est et nous expliquer un peu où est-ce qu'on est aujourd'hui? Alors, on est à Sideshore, à Brest, sur le port de Brest, à côté de l'Océanopolis. On fait confiance très très vite. À l'âge de 13 ans, en fin de compte, presque 13 ans, un truc comme ça. Ça m'a permis d'avoir beaucoup du matos, etc. Pour vraiment m'améliorer, d'avoir du matos neuf, ouais, etc. Donc, ils m'ont beaucoup aidé, et jusqu'à maintenant. Donc, on n'a pas changé, on a toujours intégré. Voilà. Tu es devenu ambassadeur pour Sideshore et
tu l'es encore aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Petit ambassadeur, hein. Ouais. Mais oui, du coup, on a toujours. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, tu as 28 ans. Ouais, Ça a commencé à 13 ans. ouais. Et c'est toujours le cas. Donc, Ouais, super. Ça a pas. bonne collaboration en tout cas. Ah, c'est une très grosse collaboration qu'on a eue. On n'a pas bougé. Et c'est marrant parce que c'est un gars que je connaissais du Finistère Nord, qui me connaissait et qui était sponsor Sideshore en planche à voile. Et en fin de compte, moi, quand j'avais envoyé mon Book Rider ici, il avait dit au gars qui sponsorisait, ouais, tu connais Nana. Et je me dis, ouais, il est super maintenant. Et du coup, avec le bouche à oreille, C'est comme ça que ça s'est fait. ça s'est fait comme ça, quoi. Naturellement, voilà, quoi. Et ce que je trouve encore plus génial, c'est que de ta première discipline qui était le surf traditionnel à la discipline qu'on va voir que tu fais maintenant, le surf de grosse vague, l'histoire elle suit encore. Ouais, c'est ça se suit toujours, on se suit. Ouais, c'est un peu comme ma deuxième famille, la deuxième maison aussi. Je viens là depuis toujours, je suis toujours venu là prendre les bords. C'est une partie de ta vie, clairement. Ouais, c'est ça. 2019, tu débutes le surf de bro. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de cette discipline? J'ai commencé le surf de gros, un peu ça en coup de tête, un peu comme le surf, parce que j'étais hyper peur. Pour moi, impossible d'aller dans plus d'1,50 m de vague, c'était mort, j'étais hyper flippé. Et j'en ai eu un peu marre de ça, et du coup, je me suis dit, j'ai vu 2-3 films de surf de gros, ça m'a donné grave envie, je me suis dit, pourquoi pas faire ça? Et c'était un peu le moment où il commençait à y avoir pas mal de maintenant aussi. Ça me permettait de m'évader et d'être quasi tout seul, moi, non. Tu avais une appréhension par rapport à ça? J'étais hyper flippé. Je pouvais pas surfer plus d'1,50 m. C'était impossible. Tu as été vers ce sport au final, en quelque sorte, pour surmonter cette peur? Ouais, c'était vraiment pour surmonter le fait que j'ai hyper peur des grosses vagues, que ça me faisait flipper. Ça fait toujours peur, hein. Ouais, j'assure. Flipper, c'est une partie, je pense, de vrai sport. Ouais, c'est ça, mais c'était vraiment de base une espèce de thérapie un peu pour essayer d'affronter ça, quoi. Et de repousser tout le temps les limites, quoi. Ah, clairement. Et du coup, maintenant, je surfais un peu plus gros. Tu allais voir les surfeurs de bro au départ qui se mettaient à l'eau? Non, pas Vous les observez? même pas. J'en regardais de temps en temps, mais même pas tant que ça, parce que du coup, le surf de gros, ça se fait vraiment de la dernière minute, dernier moment. C'est sur certains spots, donc c'est assez compliqué. Donc tu vois pas forcément les gens. Le seul truc que tu vois, c'est sur Internet, quoi. Est-ce que tu peux expliquer brièvement, pour ceux qui connaîtraient pas du tout le surf, c'est quoi le surf de grosse vague? Pourquoi on précise grosse vague? C'est quoi le concept? En fait, par rapport au surf normal, c'est un peu moins du plaisir, c'est plus de la survie. Ça reste du plaisir parce que c'est de l'adrénaline, c'est un peu tout, mais c'est complètement différent. C'est-à-dire que le surf de petite vague, on va surfer là où on est le plus à l'aise souvent. Par exemple, les gens qui vont surfer 50 cm, 1 mètre en longboard, ils vont toujours surfer 50 cm, 1 mètre. On parle de surf de grosse vague au-delà de 3 mètres. Ouais, après, le surf de gros vagues, ça dépend des gens. Moi, je dis à partir de 2,50 m, on peut déjà considérer que ça commence à être un peu du surf de gros vagues. Franchement, ça varie des gens. Et d'où là où on met le curseur des grosses vagues. Donc le concept du surf de grosse vague, c'est de surfer les plus grosses vagues possibles. Ouais, c'est ça, on peut dire ça. Et de s'enfuir le plus vite possible. Comment on passe de je fais des compètes de surf traditionnel à tiens, je me dis ok là, je vois des monstres passer, j'ai envie de les surfer. Comment on passe mentalement, on switch là-dedans en fait? Ça dépend, ça varie des gens. Moi, pour ma part, c'était le fun qu'il y ait moins de... Et puis c'est surtout qu'en une vague, ça peut être long, hein. Tu peux attendre des fois 3 heures à l'eau sans prendre une vague. Une seule vague, ça te refait ta semaine ou ton mois. Alors que quand tu surfes des vagues normales, entre guillemets, tu peux prendre 20 vagues dans ta journée, et le lendemain, tu peux avoir envie de resurfer 20 vagues. Est-ce que c'est une recherche de l'adrénaline? Ouais, ça, c'est beaucoup d'adrénaline. En fait, c'est une accumulation de tout. C'est la peur, le stress, l'adrénaline. Ça fait un espèce de cocktail comme ça et c'est hyper plaisant, quoi. Et t'as toujours envie, du coup, au bout d'un moment, de surfer toujours plus haut, etc. Et t'as toujours envie de plus, quoi. Sauf que là, en fait, tu te mets tellement en stress pendant très longtemps que du coup, des fois, ça te suffit pendant quelques semaines, quelques mois. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est de la survie dans des conditions extrêmes. C'est ça aussi qui doit être plaisant, je pense, c'est que c'est pas facile. Donc, cette quête de réussir à prendre cette vague, elle est méritée. Ouais, c'est carrément ça, c'est vraiment tout. En fait, on a envie de voir aussi jusqu'où on peut repousser les limites. Quelle est notre zone rouge et après, est-ce qu'on peut dépasser ça? Et puis, au fur et à mesure, ça monte, quoi. Tu rencontres ton mentor, tu nous en as parlé un peu. Tu peux rappeler du coup son prénom et nous raconter en détail votre rencontre. Tout dû à mon partenariat avec Sideshore, ça m'a permis vraiment d'avoir un contact. Il s'appelle Nick. Et du coup, lui, c'est devenu un peu mon ange gardien. Et du coup, il a dit, Romain, j'ai entendu que tu voulais surfer de nouveau. En fait, lui, de base, c'est lui qui fait la sécu en jet avec tous les gars qui vont charger. Par exemple, là, la dernière tempête, lui, il était en jet ski en train de faire la sécu pour tout le monde. Et lui, du fait d'être pompier, il est hyper sur la sécu, tout est carré, et du coup, il m'a appris tous les trucs que j'avais à savoir sur la sécu, quoi. Donc, c'était hyper important. Par exemple, une des premières sécu de base, c'était
quand tu rentres dans l'eau, surtout à ces grosses vagues-là, si tu es tout seul, tu dois me dire quand tu rentres, quand tu sors de l'eau. Juste un message. Et en gros, tu dis, ben, si à telle heure je suis pas sorti, c'est qu'il y a un problème, quoi. Et du coup, en gros, c'est ça, c'est des petits trucs comme ça. Surtout qu'en Bretagne, on n'est pas nombreux. Donc il y a beaucoup de fois où on se retrouve seul sur les spots et tout ça, et ça peut être vraiment d'où on en veut. Donc toujours avoir quelqu'un au courant, etc. Et justement, lui, ça permettait de le faire avec lui, quoi. Il y a un protocole de sécurité qui est Ziator et que je m'en passe. Tu as été un mentor au final. Ouais, c'est ça. Et du coup, il m'a pris sous son aile, il m'a tout montré, tout expliqué, tout la sécu, etc. Du coup, Ok. C'est important pour commencer, surtout dans un environnement aussi extrême que l'océan et surtout de grosses vagues. ouais, c'est ça, c'est hyper important. Et j'ai eu de la chance, tout le monde n'a pas cette chance-là. Et là, j'ai eu cette chance-là d'avoir des petits qui soient là. Et du coup, qu'on puisse faire plein de sessions ensemble, quoi. Tu as fait tes débuts dans le coin en Bretagne Ouais. et quelques temps plus tard, tu vas aller surfer des spots mythiques. Parlementia, Nazaré, Avalanche. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur pourquoi ces spots sont mythiques et après nous raconter quelques anecdotes sur un de ces spots Avalanche, Paramantia, c'est mythique parce que c'est dans le sud-ouest de la France. Et en fait, on sait très bien que le surf est quand même arrivé en France par le biais du Pays Basque, etc. Donc en fin de compte, tous les spots là-bas sont un peu mythiques. Rivière Hansgård, qui est hyper mythique, la Nord, etc. Et du coup, ils ont 2 spots de gros, enfin 3 spots de gros. Il y a Bellara qui est vraiment énorme et du coup, très difficile à surfer la rame. Pour ceux qui sont poussés la rame, ça va être plus par ou Avalanche. Du coup, j'ai été amené à surfer là-bas. J'ai pas beaucoup surfer là-bas parce qu'il y a énormément de monde. Moi, le monde, bon, c'est pas trop mon truc. Et après, j'ai été amené à surfer Nazaré, surtout à surfer Nazaré tous les ans. Et je passe un mois par an à peu près à Nazaré. C'est un level, c'est un cap que tu vas me franchir aussi. Ouais, Nazaré, ouais. Après, moi, je prends pas de régime type. Si je vais dans l'eau, je considère que je suis prêt à 100%. Je me pose pas la question de est-ce que je suis pas à peu près prêt. Si j'y vais, c'est que voilà, j'ai pas de risque, ça craint rien, quoi. Si je commence à avoir un doute sur le fait de est-ce que je peux y aller ou pas, sur ma préparation physique ou sur mon matos ou quoi, en fait, je n'insiste pas, j'y vais pas. C'est trop dangereux. Ouais, puis même, c'est pas grave. C'est là que la personne, je le fais pour moi. En fait, ça peut vite partir à la catastrophe. Ça peut tourner au drame et c'est pas le but. Du coup, moi, je préfère surfer un peu dans mon coin, tranquille. Et justement, quand je me suis mis à surfer à Nazaré, il y avait carrément mon genou. Donc, j'étais bien là-bas. Je me suis dit, pourquoi pas revenir tous les ans, quoi. Et la première année où je suis allé à Nazaré, j'avais pris mon gun, mais en gros, j'ai pas surfé. Donc, pendant un mois, j'ai pas surfé. Je suis resté là-bas, j'ai regardé, j'ai étudié un peu spot, voir comment ça se passait, etc. J'ai pas surfé et quand je suis revenu l'année d'après, là par contre, j'ai surfé. Les premières approches au final, Ouais, c'est ça. découvrir l'atmosphère, découvrir votre pote, comment il marche. En fait, c'est ça que je trouve beau aussi dans cette discipline qui est le surf bro, c'est qu'il y a tout un travail en amont à faire et que c'est pas aussi simple que juste aller surfer sur un beau spot où on regarde 20 minutes et Ouais, après le schéma tout tracé de ce qu'on peut faire. ouais, tout à fait. Et puis moi, je suis pas une tête brouillée de base, donc je vais pas me mettre dans des trucs un peu bourbiers où c'est trop compliqué. Et puis je suis tout seul tout le long. Aujourd'hui, les plus grandes têtes d'affiche du surf de bro, elles ont la chance de se créer un team, de s'être créé un team, d'avoir des gens qui les entourent, d'avoir des marques aussi pour leur payer des jet skis, pour tu vois, les assurer en termes de matos, etc. Toi, pour l'instant, tu restes tout seul, entre guillemets. T'as personne pour t'épauler, pour te tracter, t'as personne pour s'occuper de ta sécurité. Tu restes comptable de toi à 100%. Ouais, c'est ça, et de toute ma sécurité. Ça, c'est moi qui la gère, puisque je vais avoir une sécurité, ça coûte vraiment beaucoup d'argent. Quand je suis en Bretagne, justement, j'ai la chance d'être avec Nick et qui puisse assurer ma sécurité, et Thomas Jdet aussi, qui est un kitesurfer qui bombarde en Roseval aussi, en kite. Et, mais du coup, eux deux, quand on a besoin de sortir le jet ski, on le sort. Mais après, quand je pars à Nazaré, je suis tout seul, quoi. Que je vis dans mon camion, je suis sur la plage comme ça, je suis tout seul, j'ai personne. Si je veux un jet ski, ça coûte hyper cher et je peux pas forcément me permettre de prendre un jet ski, d'avoir une sécu-jet. On peut louer des jet skis comme ça quand Ouais, on peut avoir une équipe dédiée au truc. Il suffit juste de leur demander si on peut avoir une sécu-jet et en fin de compte, on peut en avoir une. Mais ça coûte relativement cher. combien à peu près? Ouais, moi quand j'avais demandé pour 1 ou 2 heures, c'était 250. Il y a quelques années de ça, hein. C'était 250, 350 €, mais juste pour qu'ils viennent te chercher. Et tu m'avais parlé, il y avait un protocole. Tu fais 2 sessions avant de pouvoir lancer quoi sur l'eau et faire ta. Ouais, c'est ça. À part là, quand t'es à la rame, tu peux demander, dire ouais, bah j'ai envie d'aller à l'eau, ok, bon, est-ce que déposez-moi. Ouais, est-ce que vous avez un jet? Est-ce que vous pouvez me déposer et m'assurer ma sécurité et tu peux y aller, hein. C'est quoi la particularité de tous ces spots? Pourquoi ils sont connus et à ces endroits-là particulièrement assis à des conditions favorables à la grosse vague là-bas? Ouais, c'est ça. C'est par exemple Nazaré. En fait,
Déjà, c'est hyper proche du bord parce que du coup, on a le vue de la falaise qui est incroyable. Et en soi, je pense, que c'est l'un des seuls spots au monde, je pense. Il y en a d'autres, hein. Mais vraiment, tu es vraiment proche de la vague. De la falaise, tu es vraiment à côté de la vague et c'est à 2 du monde, quoi. Il peut avoir 20, 25, 30 mètres qui est là et qui casse, genre à 100 mètres de toi, quoi. Mais j'ai vu que tu es sur la falaise, c'est hyper proche en fait. Ça, tu m'as parlé de la vue, mais en vrai, il y a un canyon. Ouais, t'as le canyon, etc., qui fait que la houle, en fait, elle perd pas de vitesse. C'est-à-dire qu'elle arrive pleine balle et en fin de compte, elle va même prendre encore plus d'énergie dans le canyon. Et d'un coup, ça va se lever en cognant le plateau, quoi. Dès que ça colle le plateau, à gonfle. Le phénomène qui est à Nazaré au Portugal, il est unique. Il permet d'amplifier, de faire grossir la vague. Au final, c'est ça là en propice aux grosses vagues. Ouais, carrément. Et après, il y a plein d'autres spots dans le monde, mais souvent, les spots sont quand même assez loin de bord, quoi. Là, c'est vraiment, c'est le spot qui est vraiment le plus proche. Quand on a préparé l'interview, tu m'avais expliqué que Nazaré, c'était un des spots les plus proches de la côte, mais que par exemple, quand tu as été dans les Landes pour Parlementia ou à Avalanche, les spots étaient au loin, il fallait que tu rames pas mal pour... Ouais, alors c'est la dague, ouais. Tu rames beaucoup plus. T'as des passes, donc c'est facile d'y aller, c'est une personne. Après, faut prendre des dagues. Et c'est surtout qu'en fait, ça te permet vraiment d'y aller facilement. Faut juste ramer un peu plus, quoi. Tu peux vite te taper, si c'est vraiment gros, une bonne demi-heure de rame, quoi. Pareil en Bretagne, moi, les spots où je surfe régulièrement, c'est vraiment, je me tape, ouais, bien 30 minutes, ça peut monter à 47. 30 minutes aller, 30 minutes retour. Faut surfer assuré là-bas pour ça. Ouais, C'est ça, se tuer dans l'eau. Du coup, tu gardes un peu d'énergie tout le temps. Tu m'étonnes. Et donc, on va en parler tout à l'heure, mais il y a aussi une bonne préparation physique à réaliser. Ouais. Quelle est ta plus grosse chute? Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Ma plus grosse chute, en vrai, j'en ai pas énormément. Des grosses chutes énormes. J'en ai, on va dire, les 2 où vraiment c'était costaud. Il y en a une, c'est pas une chute. J'ai juste pris la vague en pleine face. Et il y a une autre, il était 5-6 heures. Je me lève, je vais là-bas. J'ai 45 minutes de route pour aller. Je vais là-bas, j'arrive, c'est gros, c'est pas mal. Et en fait, j'avais déjà surfé le spot un jour avant. Et qui était hyper cool, sauf que ce jour-là, il y avait un peu plus d'heures. Donc, je savais qu'avec les marées, fallait que je rentre à telle heure dans l'eau et fallait que je sorte à telle heure. Donc, La vague, donc comment? l'hôtel du vague, je sais pas, 3-4 mètres, un truc comme ça. Et en fin de compte, je sais qu'il faut que je sorte à telle heure et je rentre à telle heure parce qu'il y a un moment où la vague elle commence trop à saber. Et en gun, ça devient très compliqué, quoi. Et du coup, je pars sur une vague, je fais ma session, tout se passe bien. À un moment, il n'y a plus une vague, donc j'attends. Sauf que la marée descend. Et le slab, il commence à se découvrir de plus en plus. Et je sais que ça va devenir un peu énervé à la fin, quoi. Et là, je me dis, bon, faut falloir que je prenne une dernière et tout ça. Et puis je vois, il y a une grosse série énorme qui sort de nulle part, qui arrive. Bon, je dis, allez, je prends la première. Donc je prends la première, je pars. Ça saute un peu parce que le vent, il est hyper fort, il s'est levé grave en fin de compte. Et là, il y a une énorme marche. Je passe la première marche, je replaque. Il y a une deuxième, la planche, elle a piqué. Et là, je suis passé devant la 9-6. Et là, je me suis dit, merde, ma tête. Parce que du coup, faut pas que je me prenne la planche, sinon ça va somme. Du coup, je me prothèse la tête, sauf que je me retrouve sur le dos, comme une tortue, à glisser, à descendre un peu la fin de la vague. Et je vois la lèvre qui arrive, mais pleine face, quoi. Et là, la lèvre, elle me tombe dessus. Je me fais secouer. En fin de compte, elle me plonge au fond. Et puis j'attends que ça s'estompe un peu. Ouais. Et j'avais mon gilet à ce moment-là, mais je voulais pas le déclencher. Et du coup, ce que je fais, je commence à nager pour remonter à la surface. Donc je fais 1, 2, 3 coups de brasse, 4 coups de brasse, et je remonte pas. Là, je fais bizarre, je dois être vraiment profond. Pourtant, le spot, il est pas si profond que ça, quoi. Du coup, je me dis, bon, bah tant pis. Je déclenche le gilet, donc je déclenche, je pète une cartouche, et je déclenche. Et en fin de compte, mon corps, il fait un L, comme ça, il fait une espèce de L. Et je remontais à la surface. Et en fait, j'étais en train de nager dans le mauvais sens. Au lieu d'aller vers la surface, j'étais en train de nager dans le feu. T'as pris cher. En fait, j'ai pris cher, j'ai pris 2-3 vagues derrière et j'ai dit... Et en fait, je me suis mis dans le chenal à côté et je me suis dit, ah, je peux pas rester sur ça, c'est trop con. Je me suis fait peur. En plus, c'était un peu le début. Bon, j'avais toute ma sécu, tout le truc. Mais j'étais là un peu en mode, c'est tout quand même de finir sur ça. Donc, je suis reparti reprendre une vague. Et au moment de repartir, voilà, Je savais que si tu restais sur cette vague-là, cet échec, mentalement, après, ça t'aurait peut-être pas aidé pour la suite. Ouais, c'est ça, et puis ça te bloque, quoi. Donc je t'ai dit, je vais reprendre une vague pour pouvoir Ouais, c'est ça. déswitcher direct, débloquer ça et pas avoir cette période. Ouais. Du coup, j'ai resté sur une mauvaise note, quoi. Ouais, tout à fait. Du coup, j'ai été reprendre 2 vagues et je suis sorti. Pour évoluer dans des conditions extrêmes comme ça, il faut, j'imagine, une préparation physique adaptée. Est-ce que tu en as une et est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu fais pour préparer ça? Ouais, je suis pas le meilleur.
mais j'essaye de faire le plus possible. Là, par exemple, en ce moment, je suis pas mal. En fait, j'aime bien tous les ans, je change de sport, j'arrête pas. Mais en gros, là, en ce moment, je fais un petit peu de LEVA. C'est fait hyper bien de cardio. C'est hyper doux pour le haut du corps aussi. C'est après, on prend beaucoup en force, etc. Donc, c'est top. Donc j'en fais un petit peu, 2 fois par semaine. À côté de ça, je fais pas mal d'apnée statique chez moi. J'ai pas forcément le temps d'aller dans une piscine et faire vraiment de l'apnée. Un peu de piscine de temps en temps, sinon du géo, mais c'est pas moment, j'ai pas. Tu restes quand même très actif. C'est important d'être actif quand que cette CDU. Il faut essayer d'être le plus actif possible tout le temps. MMA, j'ai même beaucoup entendu parler. Il y en a beaucoup qui en font. Je sais que, soit dans mon entourage ou même des surfeurs de gros, je vois beaucoup de MMA à la préparation parce que c'est un sport qui est très cardio. Ouais, et puis c'est hyper complet. C'est-à-dire que ça va pas faire casse, ça va faire le cardio. Ça fait, on peut travailler l'équilibre avec. Ça fait travailler aussi les réflexes. C'est logique en final. Ouais. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de sportifs de haut niveau ou pas, de plein d'autres sports qui font des MMA pour toutes ces raisons. Bah, c'est hyper bien, c'est vraiment top. Je pensais pas que l'apnée à vide c'était aussi essentiel que l'apnée classique. Si, c'est hyper important. Le seul truc, c'est qu'il faut faire hyper attention parce que ça peut devenir aussi très dangereux. Faut pas tomber dans les vapes. Si vous le faites, c'est évidemment jamais au max. On va jamais au max. On essaie toujours de se faire des petits trucs. Jamais le faire seul. Vraiment, on va jamais au max. On fait vraiment que des trucs qui sont adaptés à notre niveau. Faut jamais le faire tout seul. Est-ce que tous les surfeurs peuvent surfer les grosses vagues? Ouais, tous les surfeurs, mais je pense qu'il faut avoir quand même un certain niveau et Comment on sait qu'on est prêt? comment on sait qu'on est prêt? C'est ça, tu la poses pour toi, là, la question. Là. Bon, déjà, dans 2 mètres, ça commence à être un peu facile. Dès que dans 2 mètres très creux, on est très à l'aise de se faire déboîter, de se faire défoncer, qu'on a beaucoup moins peur. On peut toujours avoir peur, hein, il faut avoir, je pense, quelques années d'expérience. Plus on a d'années, mieux c'est. Écoute Romain, je te propose qu'on passe maintenant à l'activité de la vidéo. Tu nous as amené ton quiver, qu'on te présentait un peu le matériel, etc. que vous utilisez pour faire du surf de gros. On va voir ça, c'est pas... Ouais, allez, c'est parti, on est là. Let's go. Bon, c'est parti. On est avec Romain, il va nous montrer son matériel. Qu'est-ce qu'on a là? On a plein de planches là. Ouais, on a plein de trucs. On va commencer par la plus petite, la première. Ouais, vas-y. Du coup, top, c'est ma board de towing que j'ai eue dernièrement, donc en carbone et Kevlar. Et du coup, on a les straps pour avoir les pieds accrochés et tout le temps accrochés dessus. Ok. Du coup, c'était en tracté derrière un jet ski. Donc, elles sont vachement plus lourdes que les petites boards, le petit shortboard qu'on peut trouver chez nous normal. Celle-ci fait 5 kilos et pour les très très grosses vagues, on est à 9 kilos. Comment ça se fait que, on va le voir après, pourquoi la taille, etc. Mais comment ça se fait on passe d'une planche aussi petite, comme tu viens de dire, lestée, plus lourde? Ouais, alors ça, du coup, c'est vraiment pour être plus maniable. Et du coup, ça nous permet aussi de prendre plus de grosses vagues parce qu'avec une grande planche, on va souvent taper, le clapot, ça va vachement taper. Le vent, il va s'engouffrer sous la planche. C'est un peu compliqué quand c'est très très gros et des conditions un peu extrêmes. Là, du coup, on a une planche qui permet vraiment de pouvoir annuler tout ce clapot-là, pouvoir vraiment être plus maniable. Et c'est plus impressionnant aussi parce qu'on peut faire maintenant, ils font des tricks de fou. Et on peut vraiment faire des énormes tricks. Il y en a qui, par exemple, Lucas Chumbo, ça c'est une ancienne board à lui. Et ben, il fait des gros backflips avec. Ouais, on voit des 3-6, on voit des trucs. Ça, du coup, ça permet de faire des trucs qui étaient impensables avant dans les grosses vagues, qui sont maintenant possibles, quoi. Ok, donc du coup, ouais, là on remarque surtout il y a des sangles. Ouais, alors du coup, là, c'est pour strapper les pieds, c'est pour avoir les pieds dedans et tout le temps attachés, justement pour pouvoir faire des gros tricks, ou alors, s'il y a trop de clapots, de ne pas avoir les pieds qui décollent de la planche. Particularité, c'est qu'avec celle-là, on sera pas tracté en jet ski. Ah ouais, ça, on sera pas tracté en jet ski, ça, c'est vraiment fait que pour ça. Ok. C'est vraiment fait que pour le jet ski. Et On va regarder ensemble. on a un autre truc, c'est que ici elle a 2 bandes, donc c'est souvent là qu'elles sont alourdies et sur certaines, les plus lourdes, qui font 9 kilos, on a des billes de plomb, À l'intérieur. qui sont mis à l'intérieur du pain de mousse pour vraiment pouvoir, alourdir le plus possible la plante. Putain, c'est ouf. Et là, c'est en quelle matière? C'est carbone, quoi? Ça, c'est carbone et Kevlar. Wouah, Kevlar, c'est comme les gilets pare-balles. Ouais, c'est ça. C'est du Kevlar qu'il y a dedans, ça permet d'avoir un truc qui est vachement Et solide. c'est vrai que t'as l'impression d'avoir un missile dans les mains, quoi. Ouais, c'est ça. Tellement c'est lisse, c'est lourd. Enfin, c'est pas lourd en soi, mais on est sur 5 kilos, tu m'as dit. Sec, ouais. Bon, là, on voit Lucas Chambo, Ouais. 5 kilos. Et ah, c'est fou, c'est vraiment fou. Et ça, c'est incassable du coup dans les vagues. Si, j'en ai. Ah, c'est cassable quand même. Ça peut que cassable, Et du coup, le plug sur le côté, c'est pas trop dérangeant. alors ça, non, mais en fait, souvent on l'utilise pas. Ah ouais? On utilise, ouais, Pas de vis? spots où il y a vraiment, des cailloux, des trucs comme ça, où la board peut partir dans les cailloux. Mais souvent, en fait, ils mettent pas de leash.
parce que sinon ça risque de nous péter la cheville avec le poids de la planche. Ok. Mais si on tombe, on récupère la planche à la fin de la vague, puis voilà quoi. On a commencé par un beau bijou quand même. Ouais, là on a ma deuxième planche. Ouais. Alors ta première planche de gun, Ouais, c'est ça, c'est mon premier gun. premier gun, C'est là où j'ai commencé à vraiment surfer des grosses vagues. on est sur quelle taille de vague, de planche? On est sur une 7-6 avec, on peut dire que c'est un gun parce que du coup elle est, bon, elle est assez affûtée au tail, mais au niveau du nose, elle est quand même assez épaisse et assez large, ce qui permet vraiment d'avoir une très bonne rame et celle-là, les couteaux, Ouais, c'est j'ai vrai. fait le gun au tout début pour voir si ça plaît. En vrai, on est plus léger que sur la première. Ouais, ouais, largement. Pourtant, on dirait pas comme ça, hein. C'est vraiment pour tester le gun, ce que ça donne. On sert de temps en temps, j'aime bien la sortir, elle est très agréable à sortir. Thruster. Ouais, en thruster, celle-là, comme ça, tu un peu petit de pivot. Un peu une planche passe-partout, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Tu fait combien de temps avec celle-là? 2-3 ans, quoi. Ok. Et puis après, je me suis dit: «Oh, ça le Claudia», donc on vend ça, tu sais, 100 tout vent, quoi. Alors, la petite particularité de celle-là, elle est très, très fine sur les tails. Pour avoir une meilleure accroche, pour avoir plus de vitesse, je la mets, que en 4 ailerons, avec des ailerons assez grands, pour avoir plus de tenue dans l'eau et pour, vraiment avoir de l'accroche. T'as pas besoin de tourner, de faire des courbes comme en surf. On s'en fout un peu. Ouais. Toi, tu t'en fiers. Exactement. Et tu vois, waouh, vraiment culot, sur l'avant. Elle est vraiment faite pour ça, quoi. Putain la vache! Par contre, du coup, celle-là est vachement plus agréable quand il y a un peu de vent, des trucs comme ça. Ça me permet de partir vachement plus vite. Le seul inconvénient, on va dire qu'elle a, celle-là, c'est que je suis très léger, tu vois, 65 kilos, même en mettant 3 à l'arrière, s'il y a le moindre clapot ou la moindre marche, ça me fait planter, en fait. Ok. Du coup, j'utilise vraiment quand il y a pas mal de vent. Comme ça, je peux quand même partir pour clairement la glisser quand verra juste après. Pouah, c'est impressionnant là, le poids, on se rend pas compte, mais Celle-là est vraiment très grande. je me pose une question pour la rame, du coup, c'est plus facile quand c'est long et grand comme ça? Ouais, ouais, c'est Plus de volume, carrément donc de volume. tu flottes plus, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, tu vas vachement plus vite parce qu'il faut dire que, je sais pas, une vague, elle est, on va dire, elle est 30 km/h. Du coup, faut essayer d'avoir la même vitesse. Donc, il faut vraiment de l'inertie, il faut avoir beaucoup de vitesse, donc faut ramer. Une vague, une grosse vague, tu parles là? Ouais, une grosse vague. Bah, c'est pareil, on le voit dans les petites vagues, hein. Ceux qui sont en longboard, ils vont réussir plus facilement à Ils partent de plus loin et c'est plus facile pour eux. qu'un shortboard, quoi. C'est Donc là, clair. c'est un peu le même principe, sauf que du coup, vu que la vague va très très vite, elle a beaucoup de puissance pour pouvoir partir très très vite aussi. Mais c'est fou, hein, c'est vraiment, ça fait son poids et heureusement parce que sinon tu t'envolerais direct. Alors celle-là, elle est plus légère que la 9.6, un peu plus large sur l'avant. OK. Le tail, il est hyper affûté aussi pour vraiment avoir de l'accroche. Elle est plus légère sur l'avant parce que vu que j'avais du mal à mettre sur l'arrière avec celle-là, bah, je me suis dit: «Quitte à prendre plus long, faut faire un petit peu plus léger», donc je me suis fait choper celle-là. OK. Hyper bien, c'est le modèle, Mavgun de chez Almeric et du coup, voilà, celle-là, elle est plus petits ailerons, donc c'est en quad toujours en quad et l'avantage de ces petits ailerons, donc c'est que j'ai de l'accroche, j'ai beaucoup de vitesse, mais par contre, je peux quand même tourner parce que du coup, vu que j'ai plus de longueur, c'est toujours plus compliqué de tourner. Donc là, ça me permet vraiment d'avoir une bonne trajectoire et de pouvoir tourner, comme j'en ai envie, quoi, malgré la longueur de la barre et par rapport à OK, ouais, déjà, et le poids, elle est quand même bien plus légère. tu l'impression que c'est mieux réparti. Alors je dis ça bêtement, mais Ça fait plus léger, quoi. Celle-là est vraiment alourdie sur l'avant. La 9.6, c'est vraiment après ça semble logique d'avoir un entre-deux dans son quiver. Tu vas pas avoir, 3 planches ouais, c'est de ça la même taille, quoi. et en fait, là, du coup, ce qu'on parle beaucoup avec le fait qu'elle soit plus légère, comme ça, je peux vraiment faire ce que j'ai avec et ouais. Le seul inconvénient de la 10.6, c'est que du coup, tu as une prise de vent de malade. Ouais. S'il y a trop de vent, c'est mort, c'est pas la seule. Donc tu sais que s'il y a trop de vent, c'est tempête, tu sors celle-là, quoi, plus. Plus ça va être toute la 9.6. Après, quand c'est vraiment plus petit, je prends la 7.6 et puis après quand la board de towing, bah, quand c'est vraiment gros ou que c'est vraiment, vraiment tapette, quoi. OK. Du coup, là, on remarque qu'il y a des plugs, il y a 2 plugs à chaque fois sur les guns. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, comment ça se fait qu'on a 2 plugs de leash à l'arrière et pas un seul sur les planches traditionnelles? Pour répartir, les forces que va mettre la vague sur les plugs. OK. Donc, comme ça permet vraiment d'avoir, une bonne résistance et d'arracher le plug. Même si souvent ils sont renforcés, ça n'empêche on peut vite les arracher, quoi. Ça t'est déjà arrivé? Non, non, ça m'est jamais réalisé, Bah, ça on te souhaite pas en tout cas. Et donc, ça me permet de faire la transition. Les leashs, donc ils sont juste à côté. Comme, on peut le voir, ils sont énormes, quoi. Ils sont très longs, mais en plus ils sont épais. Ouais, c'est ça, ils sont très épais. L'épaisseur varie selon les marques et la taille des niches. Plus ils vont être longs, épais, plus logiquement ils devraient être solides. Là, on a le premier er leash, c'est celui-là, c'est un 10 pieds. OK. Celui-là? Ouais,
Celui-là, c'est un bipied. Donc, celui-là, je m'en sers plutôt pour ma 7-6 ou ma 9-6 quand c'est pas énorme, quand c'est pas trop, trop gros. L'ajout de la longueur, c'est pas mal parce que ça évite de se faire traîner. Pareil, ça répartit aussi la pente de la vague. C'est-à-dire que en fait, la vague, la planche, elle va partir hyper fort et du coup, on va plus avoir de retour de board et on aura plus aussi, on aura moins de force, sur la cheville. Attracté, moins de pression. L'inconvénient d'avoir un grand leash, c'est que du coup, on va pas avoir de retour de board Ouais. et par contre, ce qui est chiant, c'est que pour récupérer la planche entre 2 vagues, Donc quand tu tombes dans l'eau, c'est beaucoup plus long tu dois et tu dois tirer, c'est hyper lourd tu m'étonnes. et du coup, voilà. Mais c'est ce que tu me disais quand on a préparé l'interview, c'est que quand tu tombes d'une vague, d'une grosse vague, tu as aussi envie que la planche soit loin de toi. Ouais. Tu vas pas tomber à côté parce que sinon elle peut te revenir dans la gueule. On vient de voir le poids et la taille des planches, ça peut te blesser. Dans la tête. Exactement. Bah moi j'ai pas envie. C'est fini dans les vapes. Donc il y a la longueur. Donc on vient de voir là, celui-là, le deuxième est plus long que le premier. Et celui-là, Là, c'est un 15 pieds, ok. donc vraiment plus long, donc vraiment pour les grosses vagues. Et pourquoi il est plus épais, plus rigide? Parce que du coup, ça permet vraiment pareil de répartir la force et éviter qu'il casse, à la moindre. Bah ouais, parce que là on est plus dans des vagues de 2 mètres, on est des vagues de ouais, 10 mètres minimum quoi. Ouais, même pas, hein, ça peut moi j'utilise, des 3,50, 4 m, sont mon seul utilisé. Ok. Comme ça, surtout dès que je sors ma D6, en fait, j'utilise comme ça, pareil, ma board, elle prend un peu moins cher, au niveau des vagues, quoi. Ce qui est utilisé le plus vraiment, en vrai, le 15 pieds est pas tant utilisé que ça va être vraiment le 12 pieds. Ok. 15 pieds, c'est ce qui est utilisé Donc le plus. celui le plus grand? Non, L'entre-deux, OK. le 15 pieds est vraiment très rarement utilisé. Moi, j'aime bien l'utiliser, je trouve que c'est une sécurité en plus. Ouais. Mais, la plupart des surfeurs de gros utilisent. En fait, c'est un entre-deux, c'est un bon rapport entre, voilà, pas trop long, pas trop court, résistant. C'est ça, c'est vraiment le truc parfait. Ah et puis il faut imaginer, tu as ça de longueur en leash à tirer, plus le poids de la planche, ça te fait les bras, quoi et tu as pas mal de facteurs à gérer, de paramètres qui rentrent en compte donc OK et alors du coup, particularité de ces leashs, quand on vient, voir, au bout. Alors ouais, la particularité, c'est le petit goupille. C'est que vu que c'est des leashs très, très longs, le jour où le leash reste coincé en dessous un rocher, un truc comme ça, parce que ce qui est possible, Ouais. parce qu'il y a pas forcément beaucoup de fond, c'est qu'on peut tirer dessus. Une fois tiré dessus, la tête de scratch là, elle va s'enlever Et et ça ça se va se libère. séparer et du coup, ça va nous libérer. OK. Pareil, autre cas qu'on peut avoir, où on a besoin de tirer ça, c'est, par exemple, quand on vient, par exemple, si on a jet ski en sécu, qu'on a un gros problème, on n'est pas bien du tout. Au lieu de récupérer la planche, on largue le leash et comme ça permet vraiment de pouvoir se mettre sur le sled et de plus avoir la planche qui traîne derrière. Ouais. C'est-à-dire que quand le jet ski vient nous chercher, on peut même pas, venir avec la planche qui traîne derrière Faut la lâcher. et du coup, vaut mieux larguer comme ça la planche elle se barre et nous on est, sur le sled et on peut Et ça se remet après ou c'est, à usage unique? alors, sur le ceux-là, c'est à usage unique. OK. Sur celui-là, je sais pas, j'ai pas essayé et j'ai pas envie d'essayer encore. Ouais, on voit, c'est un crochet et tu Que tiens. là, en fait, dès que tu tires, tu casses le truc et du coup, après, faut racheter des trucs, Ça, c'est un leash que tu as déjà dégoupillé? quand on dégoupille, donc Vas-y. ça s'enlève et du coup, là, Tu gardes le leash autour de ta cheville ouais, c'est ça et du coup, tu as le et la planche, qui s'en va, quoi. ciao. Ça permet vraiment de se libérer très vite, très facilement, d'une mauvaise passe. OK, donc là, on passe sur la partie combi. Évidemment, quand on fait du surf de gros, on va pas juste avec sa propre combi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, on peut avoir sa propre combi, c'est juste que j'ai fait un trou à l'intérieur et un à l'extérieur et en fin de compte, ce qu'on va voir après, c'est que ça permet de passer mes petits trucs pour déclencher mon gilet. OK. Ça me permet vraiment de les mettre dedans et qu'ils se coincent nulle part. Donc voilà. Combi normal Ouais, combi normal, sauf qu'il y a 2 petits trous. Il y a un petit trou, à avec l'avant ces petites, et donc tu en as qu'un de ce côté-là? parce qu'ici, en fait, ça sort là. OK. Les 2 façon autres tirettes, elles sortent ici. Il y a 2 tirettes qui sortent là et il y a une tirette qui sort par le cou, mais ça, c'est pour dégonfler. on a vu la combi Ouais. avec, le petit trou, Là, on a l'espèce de shorty là, l'Ovan, mais avec, des protections, partout. là, c'est que des trucs en mousse, au niveau des pecs. Là, il y a au niveau des côtes, au niveau des hanches, sur les fesses pour éviter de se casser le coccyx. Et ça, tu mets ça en dessous de ta combi? Alors ça, tu mets soit au-dessus ou en dessous de ta combi, peu OK. importe. Ça dépend du gilet que tu vas utiliser. Et pourquoi autant de protection? Parce qu'en fin de compte, c'est arrivé à un gars à Nazaré, Andrew Coty, il s'est
fait tellement éjecter haut que quand il est tombé, c'est cassé La hanche, côte. coccyx, tout. Ouais, Le dos. je sais plus ce qui s'était cassé, mais je crois que c'était le dos. Ça permet aussi, si un retour de board, que ça amortisse un Ouais. peu, même si ça protège pas complètement. Et un autre truc qui est hyper important, c'est que quand on tombe, on sent moins les chocs. Quelqu'un qui va se mettre à surfer du groupe pour les premières fois, ça devient hyper intéressant de porter ça parce que ça amortit vraiment les chocs et ça permet vraiment d'éviter les coupures de souffle. Donc la particularité de ce gilet, là on voit plein de petits, Alors, il y a plein de tirettes. plein de sang, plein de tirettes. Qu'est-ce qu'on doit Alors en fait, connaître là-dessus? chaque tirette est pour une cartouche. Ok. Il y a plusieurs cartouches. Les cartouches de CO2, hein. Il y en a deux. Donc il y a une 25 grammes, c'est la petite, et une 30 grammes, c'est la grande. Ça permet vraiment de pouvoir remonter à la surface plus rapidement. D'accord, ouais. Tout- Donc tu mets ça par-dessus ta combi. Alors, celui-là, il se met par-dessus la combi. Ok. Et Il y a des gilets qui se mettent par-dessus la combi. il y en a d'autres qui se mettent en dessous. Et il y en a d'autres qui se mettent en dessous comme celui-là. Ok. Là, c'est mon nouveau qui se met en dessous. C'est pour ça que j'ai fait les trous pour pouvoir passer mes petites tirettes qui sont ici, quoi. Elles servent à ça. Et du coup, celui-là, il se met carrément sous la combi. Et du coup, moi, je fais passer ces deux petites tirettes-là. Et du coup, on a plusieurs trucs. On a cette tirette, la tirette rouge, c'est pour dégonfler. Ok. Et les tirettes bleues, c'est pour gonfler. Chaque tirette correspond à une cartouche de COD. Là, c'est le même principe. Donc là, on a 4 cartouches. L'avantage, c'est que de ce gilet, c'est qu'on s'embrouille pas. Celui-là, on a vite fait de s'embrouiller, de savoir qu'est-ce qu'on a déclenché ou pas. Ouais, parce que c'est les mêmes attaches, elles sont un peu dispersées, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, elles sont au même endroit. Du coup, c'est pas évident. Ah ouais, du coup, ça se trouve, en voulant dégonfler En voulant ou en gonfler, voulant tirer, ça se trouve, tu tires une qui est déjà vide. qui est déjà vide, ouais. Ah ouais, En fait, pas déjà de utilisé. Ici, on a le petit truc pour mettre ces cartouches de CO2. Donc, on a le sac en dessous. Et ici, on vient mettre nos petites cartouches ici qu'on vient visser, donc tout simplement. Et elle se perfore tout seul, non? Ah ouais, en gros. Donc là, tu l'as mis Et et. non, là, elle va pas se perforer. Ah, ok. C'est qu'au moment où je vais tirer dessus que là, ça va se perforer. Si vraiment on est dans la sauce, on a un truc pour gonfler à la bouche. Ça, c'est une norme européenne, je crois, il me semble. C'est pour ça que c'est obligatoire. Là, sur le nerf, je l'ai aussi, même si je peux pas l'utiliser du coup, parce que c'est dans la combi. Ah, attends, tu as un truc pour souffler, pour gonfler toi-même le gilet, Ouais. mais tu peux pas l'utiliser quand tu le portes. Alors là, tu peux l'utiliser avec ce gilet. Ok. Parce que c'est au-dessus de la combi. Ok. Par contre, celui-là, vu que c'est un gilet qui est En dessous, en dessous, là, là, tu as pas pas accès. l'utiliser. D'accord. Ouais, j'ai pas accès au truc. Donc, c'est un peu l'inconvénient. Et en fait, pour quand on. De toute façon, on va faire un test après, hein. Oh là 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 là. Je redoute ce moment. On voit, il y a plusieurs tailles de cartouches. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi il y a différentes tailles de cartouches de CO2. Alors, les 25, ça va être plutôt pour des petits gabarits, un peu comme moi. Et pour les vagues, on va dire grosses, mais normales, on va dire. Donc, ça va être pour voilà. Comme ça permet de remonter à la surface plus rapidement. Les 30 grammes, c'est vraiment pour les très grosses vagues. Très très grosses vagues, genre vraiment les conditions Et- extrêmes. Mais Enfin, vraiment, dans la sauce, ça peut aider aussi. tu peux te dire, je mets 3 petites de 25 et une grosse de 30 par exemple. Ouais, bah, souvent, moi, par exemple, Ça t'arrive ça? sur le airlift, ce que je faisais, c'est que je mettais 2 de 25 et 2 de 30. D'accord. Comme ça, en fait, j'avais 2 de 30. Voilà. Et en fait, ouais, la petite galère, c'était cette année. En fait, je suis arrivé à Nazaré, je suis tombé malade, j'ai chopé une sinusite et tout ça. Donc, je suis pas allé à l'eau pendant plusieurs jours parce que j'étais sous cortisone Ouais, puis et sous le Medoc. faut mieux être en forme. Ouais. Et du coup, en fait, il y a eu une session, je me suis dit, j'en ai marre de regarder les vagues, je vais dans l'eau. Et je vais dans l'eau avec le gilet, j'étais le seul qui avait le gilet. Bon, j'arrive pas trop à prendre de vagues, je suis pas trop dedans. Il y avait quoi comme taille à peu près? Je sais pas, c'était pas énorme, il y avait 2 mètres 50 peut-être. Pas très gros, mais j'avais quand même le gilet, vu que j'étais malade, je me suis dit, on sait jamais. Ouais. Et en fin de compte, j'ai bien fait, mal fait de l'avoir. Il y a un moment, j'ai voulu prendre une vague, j'ai pas réussi à partir. Je me suis retourné et là, je me suis retrouvé dans vraiment un mur, je sais pas, il y a peut-être 3, 4 mètres, je pense. Putain, oui, la bombe de la série qui passait au fait. Ouais, vraiment, mais c'est la seule de la journée et qui est sortie de nulle part et je me suis retrouvé avec la vague devant. J'ai dit merde, j'ai vu tous les mecs qui sont passés sur le côté Ouais. et en fait, moi, elle a cassé 10 mètres devant moi. Je me suis mis debout sur la planche parce qu'avec ces planches-là, on peut pas faire canard. Ouais. Donc, Et je me suis mis debout, j'ai plongé le plus profond possible, j'ai nagé. Et là, j'ai senti que j'allais me faire un peu secouer. J'ai dit, mais c'est le moment de tester le nouveau gilet. Que je venais de l'avoir. Qu'est-ce que je fais? Sous l'eau, je me fais un peu remuer et je déclenche. Une fois déclenché, il se gonfle. Je remonte à la surface. Sauf que il y a une deuxième vague qui arrive derrière. Et en fin de compte, la lèvre, elle me tombe directement sur la tête, quoi. Ouais, t'étais pas au bon moment. J'étais pas au bon endroit. Ouais. Mais normalement, ce que j'aurais dû faire, c'est de dégonfler et plonger en dessous. Et tout serait bien passé. Et là, t'étais complètement gonflé. Et j'étais complètement gonflé. La vague te casse dessus. Et sauf que j'arrivais pas à trouver le truc pour dégonfler. En fin de compte, c'est un truc
tout con, mais il était dans mon cou. Normalement, au lieu de racler mon cou comme ça, moi, je me dis, je l'ai mis du côté droit, du coup, il est côté droite. Mais vu qu'il est un peu branlant le truc, Ouais. et ben du coup, j'étais en train de le chercher et je le trouvais pas. Je me mets en piqué comme ça. Ouais. Là, en me mettant en piqué, en fait, je pense qu'il devait y avoir mes cheveux qui dépassaient encore. Et là, la lèvre, elle me tombe sur la tête mais je me fais éclater. Je me fais traîner, etc. Mais vraiment là, c'est vraiment où je me suis dit, putain, c'est chaud. Tellement fait défoncer que ça m'a vidé de tout l'air des poumons et tout ça. Je me faisais éclater et tellement ça me faisait mal aux articulations, aux bras et tout. Je me faisais tellement désarticuler que j'étais là en train de chercher la tirette pour dégonfler tellement ça me faisait mal. Parce qu'au final, t'es gonflé à bloc Ouais, dans une vague qui était comme un ballon de foot, quoi. ouais, c'est ça. Et du coup, tu rebondis, t'es défoncé. Ouais, je pense que ce genre d'erreur, tu l'as fait qu'une fois au final et tu te rends compte aussi du timing qui est important pour gonfler et dégonfler, quoi. Ouais, c'est ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça que c'est important de bien connaître son gilet. C'est-à-dire que moi, je le connaissais déjà, mais je l'avais jamais utilisé dans l'eau. J'avais utilisé hors de l'eau. Je m'étais mis des trucs, mais il y avait 2-3 trucs que j'avais pas pensé, comme le truc pour dégonfler qui se met dans mon cou. Au lieu d'être à gauche, au lieu d'être à droite, il se met à gauche. C'est Ouais, le truc que tu- je pense pas parce que j'ai l'habitude de celui-là. Et celui-là, en fin de compte, le truc, il est toujours à la même place. Donc, en fait, j'ai pas réfléchi. Faut vraiment que tu crées ton propre protocole et que tu le respectes au final et que tu fasses toujours la même chose et pas que tu changes à chaque fois. Ouais, c'est ça. On passe au test. Aïe, aïe, aïe. Ça, tirette rouge, ça, c'est le truc pour dégonfler. Ok. Top. Mais quand tu dégonfles, c'est vers le haut. Donc, je suis là, comme ça, et je tire vers le haut. Voilà, faut tirer vers le haut. Et ça, du coup, tu peux tirer sur n'importe quelle cartouche et voilà. Quoi, les cartouches sont là? Ouais, là, tu tires sur une. Il y a des cartouches dedans. Ouais, il y a des cartouches dedans, bien sûr. Ok, donc je tire. Et ça gonfle des deux côtés? Oui. Ok. Et en fait, t'as derrière aussi, ça se gonfle. Ça va, et on sait que ça va exploser. Non, ça va. Du coup, Il y a une derrière et là tu remontes. ouais, et tu remontes à la surface. Sur léger. C'est incroyable, hein, c'est pas mal, hein? Bah oui. Et ça te sert un peu à un cache récip. Ça gonfle bien au niveau des côtes quand Ouais. après quand tout l'air est réparti, mais. Ok. Ah, c'est ouf. Et pour le dégonfler, hyper simple, du coup, tu tires celui-là, donc celui-là, et vers le haut. Et tu restes tiré dessus, et t'appuies dessus. Normalement, avec la pression de l'eau, du coup, ça dégote tout. Ouais, ça laisse retasse quoi. Ouais, c'est ça. Et là, c'est comme si rien ne s'est dépassé. Ouais. Oh, c'est génial. C'est l'invention de ouf. Eh ouais, c'est une bonne innovation. Incroyable. Ça a sauvé plusieurs personnes. Tu m'étonnes. Putain, tu m'étonnes. C'est vraiment, vraiment bien, quoi. Ok, on est de retour ici. Merci de nous avoir présenté ton matériel, c'est vraiment hyper intéressant. J'ai une question pour toi maintenant. Aujourd'hui, tu es coach de surf et de skate. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ton projet? Ouais, carrément. Bah là, je suis en train de monter mon entreprise d'école de surf et de skate, du coup, qui sera par chez moi, du coup, à Rochefort. Et du coup, ce sera une école itinérante qui va faire plusieurs spots, plusieurs skateparks. Et le but, c'est d'intégrer donc le surf, le skate et surtout le surf skate aussi. Je pense que ça peut être intéressant et un beau complément en plus du surf. Donc voilà, donc je vais faire ça. Et puis après, j'ai plein d'autres projets que je vais pas me parler parce que va falloir déjà faire ça. Et ensuite, il y aura plein d'autres gros projets, je pense. Où est-ce qu'on peut te suivre maintenant et découvrir tes prochaines actualités? Beaucoup sur Instagram. Facebook, je suis pas trop. Je mets 2-3 vidéos de temps en temps. Beaucoup sur Insta et tout ma page Insta, c'est vraiment toute mon actualité. Et si on veut prendre des cours de skate ou de surf avec toi, Du coup, il y aura le site internet. Il n'est pas encore en ligne. Il sera en ligne dans quelques semaines. je mettrai en description pour regarder. Est-ce que tu aurais un dernier mot avant de parler pour ceux qui nous regardent? Bah, merci déjà d'être venu m'interviewer. Déjà cool, c'était la première fois que je faisais ça. Un petit conseil à donner pour les gens qui regardent, bah, faites ce que vous avez envie de faire. Vous prenez pas la tête à l'eau, ça sert à rien. Et essayez de surfer les vagues que vous voulez surfer, de prendre du plaisir, ça c'est le plus important. Dans une bonne ambiance, et jouer longtemps, ça va pas. Parfait, merci Romain, c'est génial. Un grand merci aussi à Sideshore qui nous a accueillis dans ce magnifique environnement. Et puis voilà, je te souhaite bon courage pour la suite et hâte de te voir chanter plus jeune. Ouais, carrément. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je mets le Insta de Romain dans la description ainsi que son site internet dès qu'il ouvrira. C'était une interview très enrichissante. Il y en aura d'autres qui arrivent pour les prochains mois. Je vous invite, si vous avez toujours pas vu la vidéo avec Bruno André qui est sortie la semaine dernière, pensez à vous abonner sur YouTube et Instagram Ambition Surf. C'était Arsus. Ciao. Can't stop